Aujourd'hui, à 40 ans, avec mon appartement dans le quartier chic d'Ixelles, où les journées commencent avec le murmure des feuilles agitées par le vent et l'odeur du pain fraîchement cuit de la boulangerie au coin de la rue. Avec mon bureau en acajou stratégiquement situé face à la fenêtre, qui donne sur le parc Ten Bosch, d'où je contemple les promeneurs avec leurs chiens et les enfants courant entre les arbres centenaires, et avec mon nom imprimé, en lettres fermes et fières, dans les crédits de dizaines de romans best-sellers. Peu, très peu, soupçonneraient que sous cette image de femme accomplie, de succès consolidé et de vie ordonnée, se cache un secret aussi intime qu'irréparable, une blessure qui, bien qu'elle ne saigne plus, continue de faire mal. Une marque laissée par la jeunesse et qui, peu importe combien de couches j'en mets dessus, continue de battre sous la peau. De l'extérieur, ma vie est enviable. Thierry, mon compagnon depuis déjà 12 ans, est un professeur respecté de littérature comparé à l'Université libre de Bruxelles. Un homme calme, méthodique, avec une patience infinie et un regard qui parfois, encore, parvient à me surprendre. Notre fille Lotte, âgée de 14 ans, est le portrait de mon moi adolescent, mes yeux verts, mon large front, mais aussi une étincelle dans sa curiosité qui parfois m'effraie par combien elle me rappelle moi-même. Et ma position en tant que rédactrice en chef aux éditions du Sablon me permet non seulement d'influencer ce que les autres lisent, mais aussi de construire, silencieusement, le canon de cette époque en choisissant quelle voix mérite d'être entendue. Pourtant, mes propres mots, ceux qui comptent vraiment, restent soigneusement gardés, scellés, comme si leur simple exposition pouvait mettre en péril l'équilibre fragile que j'ai construit. Mais il y a un coffre-fort dans mon esprit, un coffre qui n'a ni clé physique ni combinaison numérique, mais qui pèse comme si je le portais attaché à ma poitrine. À l'intérieur, enveloppé de couches de silence, repose le souvenir intact de ce que j'ai vécu à 17 ans. Une expérience qui a défini ma manière de voir l'amour, le danger, et moi-même. C'était une époque différente. Lorsque l'Internet était une nouveauté qui pénétrait lentement dans nos vies, un territoire mystérieux et inexploré qui nous remplissait d'émerveillement. Oui, mais aussi d'une naïveté dangereuse. Nous croyions que l'amour pouvait naître dans une salle de chat, que les mots tapés depuis un autre continent pouvaient avoir le même poids qu'un regard furtif dans le couloir du lycée. Il nous semblait logique de penser que quelqu'un, de l'autre côté de l'océan, pouvait t'aimer simplement en te connaissant à travers tes lettres. C'était 1999. Le monde craignait que les ordinateurs ne s'effondrent avec le fameux effet 2000. Les cabines téléphoniques étaient encore dans les coins, peintes en bleu ou en rouge. Et dans mon lycée de Gand, seulement 3 d'entre nous avaient accès à un ordinateur à la maison. Mon refuge, mon sanctuaire, était le cybercafé Digitalis, avec ses lumières tamisées, le bourdonnement constant des ventilateurs et l'odeur persistante du café bon marché. Là, je passais des heures après les cours, entre des messages remplis d'émotions et des écrans qui clignotaient avec la promesse d'une connexion qui semblait plus profonde que tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Mon amie Annabelle, toujours impatiente, m'attendait en feuilletant des magazines ou en jouant avec son bracelet de perles. Mais moi j'attendais autre chose. Un autre quelqu'un. Éline, encore 1 heure ici, et ma mère me tue, disait-elle avec cette mixture de mécontentement et de tendresse, tout en consultant sa montre Swatch et en jetant un œil vers la porte. Mais je ne pouvais pas partir. Pas quand il y avait la possibilité, minime, magique, qu'il apparaisse en ligne.
Son pseudonyme s'allumait comme une étincelle, et cela suffisait à faire battre mon cœur comme un fou. Au début, c'était excitant, voire addictif. Un jeu de mots, de confidences, de promesses faites à la chaleur de la nuit. Mais avec le temps, l'histoire a pris un tournant sombre. Ce qui avait commencé comme une romance numérique pleine d'illusions est devenu un cauchemar. Un réseau de manipulation déguisé en tendresse, une dépendance émotionnelle que je n'ai pas su identifier à temps. Il m'a appris que l'amour, lorsqu'il se transforme en obsession, peut laisser des cicatrices invisibles, mais profondes. Des cicatrices que ni le temps, ni le succès, ni la distance ne parviennent à effacer complètement. Et c'est la première fois que je le confesse à voix haute, que je brise ce pacte de silence que j'avais fait avec moi-même il y a plus de 20 ans. Avant de continuer pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et donnez un like à cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Avec le temps, Sébastien est devenu plus possessif. « Ne parle pas avec d'autres garçons », m'a-t-il écrit un jour, après que j'ai mentionné Loïc, qui n'était rien de plus que mon ami de toujours. Celui qui me passait les réponses en mathématiques et qui me rapportait des chocolats quand il voyait que j'avais une mauvaise journée. « C'est juste mon ami », lui ai-je répondu, avec un nœud au ventre, essayant de minimiser l'importance. « Ce n'est pas important, tu es à moi », a-t-il insisté. À ce moment-là, je ne l'ai pas identifié comme un avertissement. J'avais 17 ans, un mélange maladroit de romantisme naïf et de besoin d'être vu, désiré. J'ai pensé que c'était un signe de l'importance qu'il me portait, de combien j'étais spéciale pour lui. Personne ne m'avait jamais dit que l'amour ne devait pas faire mal, qu'il ne devait pas m'être confondu avec du contrôle. Alors j'ai gardé le silence. J'ai arrêté de parler de Loïc. J'ai commencé à cacher des choses. J'ai menti même à Annabelle. Je lui ai dit que je ne parlais plus autant avec Sébastien, bien que je courais chaque après-midi au Digitalis, comme une droguée de la promesse de sa voix de l'autre côté du micro. Les appels vidéo sont devenus quotidiens. Parfois, nous ne parlions pas beaucoup. On se regardait juste. Il me demandait de me rapprocher plus de la caméra, de lui montrer ma chambre, mes livres, mes carnets avec des poèmes griffonnés à l'encre bleue. « Je veux connaître chaque recoin de ton monde », me disait-il. Et moi, ravi, j'obéissais. Peu à peu, sa présence est devenue essentielle, comme si lui seul me comprenait vraiment. Personne à Gand ne savait ce que c'était d'écrire pendant des heures à quelqu'un que l'on sentait plus proche que sa propre famille. Personne ne comprenait pourquoi j'avais besoin de rester connectée jusqu'au matin, murmurant des mots que je croyais éternels. Je me suis isolée, j'ai arrêté de sortir le week-end. Mes notes ont baissé, mais cela ne m'importait pas. Je vivais pour le message suivant, pour sa voix grave et douce qui m'appelait « ma petite Belge », comme si j'étais un personnage d'un roman français. Mais les choses ont commencé à changer. Ce n'était plus seulement qu'il ne veuille pas que je parle avec d'autres garçons. Il a commencé à me demander avec qui j'avais été chaque jour, à quelle heure j'étais sortie de chez moi. Pourquoi je ne lui avais pas répondu immédiatement? Il me disait qu'il avait besoin de moi, qu'il ne faisait confiance qu'à moi, que j'étais la seule personne au monde qui le maintenait sain d'esprit. Je me sentais responsable de son bien-être, de son état d'esprit, comme si mon amour pouvait le sauver de ses propres démons. Une nuit, il m'a appelée en pleurant. Il m'a dit que son père avait trouvé nos conversations imprimées, qu'il lui avait interdit de continuer à me parler, qu'il menaçait de l'envoyer dans un pensionnat en Suisse.
« Ne me laisse pas seule, Éline. J'ai besoin de toi !» a-t-il supplié. J'ai pleuré avec lui. Je lui ai promis que je ne l'abandonnerais jamais. Je lui ai dit que le monde ne nous comprenait pas, qu'un jour nous serions ensemble, sans avoir à nous cacher. Mais quelque chose en moi a commencé à se fissurer. J'avais cessé de sentir des papillons, et je commençais à ressentir de la peur. Peur de lui faillir, peur qu'il se fasse du mal si je n'étais pas là, peur de moi-même, pour avoir laissé quelqu'un que je ne connaissais pas en personne envahir chaque recoin de mon esprit. Un jour, il m'a demandé une preuve d'amour. « Envoie-moi une photo de toi, une vraie, juste pour moi. Personne d'autre ne la verra, » a-t-il dit, avec cette voix qu'il savait utiliser quand il voulait obtenir ce qu'il voulait. J'ai hésité. Ce n'était pas une photo ordinaire qu'il demandait. C'était une barrière que je n'avais pas encore franchie. Une ligne invisible qu'il voulait que je fasse disparaître pour lui. « Je ne peux pas, » lui ai-je dit. « Alors tu ne m'aimes pas ?» Sa réponse a été immédiate, comme un coup de feu sec. C'était la première fois que je ressentais un frisson me parcourir le dos en l'écoutant. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose se brisait, très lentement, en moi. Et pourtant, je n'ai pas arrêté de lui parler. Je ne pouvais pas. Ou du moins, c'est ce que je croyais. L'été 2000, après des mois à économiser chaque pièce qui tombait entre mes mains et à tisser un réseau soigneusement construit de petits mensonges, j'ai réussi à convaincre mes parents de me laisser participer à un échange étudiant en France. Je leur ai parlé de cours intensifs de français à Lyon, de visites culturelles dans des musées et des bibliothèques, d'une opportunité unique pour mon avenir académique. Je l'ai dit avec tant de conviction que j'ai même commencé à y croire moi-même. Mais mon véritable destin était ailleurs. Il était à Paris, la ville de la lumière, de l'amour et de la rencontre la plus attendue de mon adolescence. Là-bas, au milieu des touristes et des estivants, Sébastien m'attendait. Cela faisait des semaines que je répétais la scène dans ma tête. Ce que je lui dirais, comment je marcherais vers lui, le moment exact où nos mondes virtuels deviendraient tangibles. Nous nous sommes rencontrés devant la tour Eiffel, comme nous l'avions prévu. Je portais une robe bleu marine, simple mais élégante, que j'avais spécialement achetée pour ce jour-là, avec mes économies et un peu d'aide d'Annabelle, qui, sans savoir toute la vérité, avait deviné que ce voyage était plus qu'un simple cours de langue. J'avais le cœur dans la gorge, les mains moites et les nerfs chamboulés par l'excitation. Lorsque nos yeux se sont rencontrés parmi la foule, il n'y a eu aucun doute. Il a couru vers moi comme si nous étions dans une scène de film et m'a pris dans ses bras avec une force désespérée, comme s'il craignait que je disparaisse dans l'air. « Enfin !» a-t-il murmuré contre mes cheveux, et pendant un instant, tout semblait s'imbriquer parfaitement. Nous avons passé 3 jours ensemble, 3 jours qui, dans mon esprit d'alors, semblaient une éternité. Nous avons marché dans les ruelles pavées de Montmartre, nous nous sommes embrassés sur les quais de la Seine pendant que les bateaux passaient lentement, et nous avons ri sous la pluie dans le jardin du Luxembourg, trempés, et sans nous soucier de rien d'autre que d'être ensemble. Le soir, dans une chambre étroite d'un petit hôtel caché dans le 5e arrondissement, avec les volets à moitié fermés et le bruit du trafic parisien filtrant par la fenêtre, j'ai perdu ma virginité. Entre des murmures d'amour éternel, entre des promesses que je croyais aussi vraies que le ciel au-dessus de nous. Mais quelque chose s'est brisé le dernier jour. Nous étions dans la chambre. Il se douchait pendant que j'écrivais dans mon carnet, quand je l'ai vu vérifier mon téléphone, un vieux modèle avec un clavier numérique, qui ne servait presque qu'à envoyer des messages.
Mais c'était le mien, mon espace, ma vie privée. « Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. « Parce que je veux savoir si tu me mens, » a-t-il répondu, sans cligner des yeux, comme si sa méfiance était quelque chose de logique, naturel. J'ai ressenti un frisson me parcourir le dos. Pendant le dîner, il n'a presque pas parlé. Il a bu trop de vin. Ses gestes étaient secs, coupants. J'essayais de retrouver la magie des jours précédents. Mais il semblait absent, hostile. Et soudain, sans avertissement, il a explosé. « T'es une pute comme toutes !» a-t-il craché, haussant la voix lorsque je lui ai demandé, prudemment, ce qui n'allait pas. Je suis restée figée. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis approchée, essayant de le calmer, de comprendre, de lui dire qu'il n'avait pas raison, que ce n'était pas juste. Mais il m'a poussée, avec force, contre le mur. « Personne ne t'aimera comme moi !» a-t-il crié avec une rage que je n'avais jamais vue sur son visage. La peur m'a paralysée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement enfermée dans la salle de bain, à clé, tremblante, pendant qu'il marmonnait des choses incompréhensibles, riait tout seul, puis pleurait. J'ai passé la nuit là, recroquevillée sur le sol froid, sans oser dormir. Le lendemain matin, tout était différent. Ou du moins, c'est ce qu'il a feint. Pardonne-moi, Éline. Je t'aime. C'était l'alcool, je ne suis pas comme ça. Tu me connais. A-t-il dit, à genoux, les yeux rouges, les mains tendues, comme si cela pouvait effacer ce qu'il avait fait. Je ne savais pas quoi dire. J'ai ramassé mes affaires en silence et j'ai pris le train pour revenir en Belgique. À l'intérieur, quelque chose s'était brisé, de manière irréversible. Je n'ai rien dit à personne sur ce qui s'était passé. Je me sentais coupable, confuse, humiliée. Pendant des semaines, voire des mois, j'ai continué à recevoir ces messages. Certains jours, ils étaient doux, presque poétiques. D'autres, cruels, menaçants. « Si tu me quittes, je me tue », disait l'un. « Tu es la seule personne qui me comprend », disait un autre. C'était comme vivre prise dans un pendule émotionnel, jusqu'à ce qu'un jour, par un après-midi gris, Loïc me trouve en train de pleurer derrière le gymnase de l'école. Il n'a rien dit au début. Il s'est juste assis à côté de moi. « Dis-moi ce qui s'est passé », a-t-il murmuré enfin, pendant qu'il m'enveloppait dans sa veste et me laissait pleurer sur son épaule. Et je lui ai tout raconté, mot par mot. Son visage a changé. Il est devenu sérieux, presque adulte. « Bloque-le, maintenant !» m'a-t-il dit fermement, comme si ces deux mots pouvaient me sortir du trou dans lequel je commençais à tomber. Et je l'ai fait. Il a fallu des années avant que je puisse à nouveau faire confiance, avant de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux sans avoir l'impression que je devais me protéger, avant de pouvoir écrire sur l'amour sans craindre qu'il ne se transforme en un piège. Aujourd'hui, quand je regarde ma fille Lotte, avec ses 14 ans et son rire facile, assise devant l'ordinateur en train de parler avec ses amis ou de regarder des vidéos musicales, une partie de moi se tord. Je me demande comment la protéger des Sébastien du monde. Comment lui apprendre que ce qui semble être de l'amour peut parfois être une ombre déguisée? Que les mots doux ne signifient pas toujours de bonnes intentions. Il n'a jamais essayé de me recontacter. Mais encore aujourd'hui, parfois, au milieu de la nuit, sa voix s'infiltre dans mes rêves, comme un écho qui refuse de disparaître. « Tu es à moi », murmure-t-il, et je me réveille en sursaut, me rappelant que l'amour, lorsqu'il est confondu avec l'obsession, peut être la prison la plus dangereuse de toutes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Votre soutien signifie beaucoup pour nous,
Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons encore beaucoup d'histoires réelles, intenses, humaines à raconter. Activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.